Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre pour ce cycle de webinaires que le cabinet HLA organise autour des nouveaux textes communautaires. Nous avons commencé avec les énergies renouvelables et RED 3 le 18 octobre. Nous continuerons la semaine prochaine, dans 15 jours, puisque mercredi prochain, c'est le 1er novembre. Avec la directive CSRD et les actes délégués ESRS, puis la réforme du marché européen de l'électricité, puis la refonte de la directive sur l'efficacité énergétique et enfin la lutte contre le greenwashing. Le sujet qui nous occupe aujourd'hui est donc les nouvelles catégories de la taxonomie européenne. Le 27 juin 2003 était pris le règlement délégué comprenant les critères d'examen technique déterminant à quelles conditions une activité économique appartenant soit au domaine de la biodiversité, soit à la prévention de la pollution, soit à l'économie circulaire, soit à la protection des ressources aquatiques et marines, pouvait être prise en considération. Il convient de rappeler que ce règlement, qui donc va entrer en vigueur puisque le Parlement européen a voté un texte refusant de s'y opposer, donc il va devenir efficace, s'inscrit dans le règlement général sur la taxonomie européenne, sur lequel nous avons déjà beaucoup travaillé, et je vous invite pour ceux que cela intéresse, à vous reporter au document assez complet qu'avait élaboré le réseau TRIS animé par le cabinet HLA autour des thèmes de la taxonomie, thèmes généraux de la taxonomie. Puis sont intervenus 2 actes délégués en 2021 concernant la lutte contre le dérèglement climatique, c'est-à-dire les questions liées à l'atténuation des effets climatiques, des émissions de gaz à effet de serre, et un règlement délégué concernant l'adaptation au dérèglement climatique. Il restait donc de nombreuses questions à aborder, ces 4 questions, puisque les critères permettant de recourir à la taxonomie verte étaient au nombre de 6, et donc il n'y en avait que 2 qui avaient été visés. J'en profite pour vous indiquer, pour ceux que ça intéresserait, qu'a été publiée au début de la semaine une communication de la Commission sur l'interprétation et la mise en œuvre de certaines dispositions juridiques de l'acte délégué relatif au volet climatique de la taxonomie. Il y a des questions très concrètes qui sont posées et donc des réponses non moins concrètes qui sont données dans 187 domaines différents. Et ces questions touchent d'ailleurs aussi à nos sujets d'aujourd'hui, dans la mesure où un des grands principes, et je reviendrai sur ce point, de la taxonomie est de n'admettre que des activités qui non seulement sont favorables à un des 6 critères, mais de surcroît ne portent pas une atteinte importante aux autres critères qui ne sont pas visés par l'activité en question. Nous allons donc examiner ce nouveau règlement délégué en 2 parties. La première concernera les dispositions que j'appellerais d'application transversale, c'est-à-dire qui concernent les 4 domaines. Puis, dans un deuxième temps, nous nous intéresserons aux dispositions propres à chacun des 4 domaines. Les dispositions d'application transversale concernent d'abord des principes généraux. Tout d'abord, l'application, vous pouvez m'excuser, de ce qu'on appelle les codes NAS. Les codes NAS, ce sont les codes qui permettent de classer les différentes activités économiques par catégorie. Donc, le principe de la taxonomie est de demander à ce que l'examen technique des activités se fasse sur la base de la nomenclature NAS, c'est-à-dire que pour chaque activité, le numéro de la nomenclature NAS doit être donné. Le second point concerne les critères de mesure. Ces critères de mesure, qui sont précisés au point 5 du considérant du règlement, rappellent qu'ils doivent garantir que l'activité économique conserve une incidence positive
sur l'un des objectifs et par incidence positive, on renvoie à des éléments quantitatifs. Autrement dit, il faut qu'il y ait des seuils ou des niveaux de performance. C'est donc pas, je dirais, quelque chose d'un peu flou. Il faut que ce soit précis. De la même manière, le critère DNSH, Do Not Significant Harm, ne pas avoir d'effet négatif significatif, doivent être précisés avec des exigences minimales pour considérer que le critère est rempli. Autrement dit, il y a une certaine degré de précision et quantitatif. Troisièmement, il y a une référence à un principe qui est bien connu du droit communautaire, qui est les MTD, les meilleures technologies disponibles. Les critères doivent s'appuyer sur le droit de l'Union, c'est un minimum qu'on demande aux activités d'être conformes au droit de l'Union, mais de surcroît, se référer aux meilleures technologies disponibles. Enfin, s'agissant de ce qu'on appelle les activités habilitantes, c'est-à-dire des activités qui en elles-mêmes n'entrent pas dans les activités visées par la taxinomie à la base, mais qui sont nécessaires pour que ces activités puissent se développer, le règlement rappelle que la nature et l'ampleur de l'activité et le secteur économique concerné doivent être pris en considération pour savoir s'il s'agit ou non d'une activité habilitante et doivent prendre la forme d'un seuil quantitatif, d'une exigence minimale, d'une amélioration relative, d'un ensemble d'exigences de performance qualitative et d'exigences relatives au processus ou aux pratiques à respecter. Autrement dit, là aussi, on est dans quelque chose de relativement précis. Le deuxième point concerne l'application du critère DNSH. J'en ai dit un mot tout à l'heure, c'est quelque chose de très important qui joue un rôle majeur pour garantir l'intégrité environnementale. Effectivement, et c'est du bon sens, à quoi ça sert d'améliorer un des éléments si les autres sont réduits et de manière importante. Et ce d'autant plus que tout le monde est d'accord aujourd'hui pour considérer que les affaires de climat, de biodiversité et de pollution généralisée sont en fait un problème global qu'il convient de traiter globalement et non pas en silo. Donc, cette thématique du DNSH est vraiment quelque chose de très important. Donc, le règlement fixe un certain nombre de règles à respecter, catégorie par catégorie, sur ce critère des DNSH. Le premier concerne l'atténuation du changement climatique. C'est très simple, les activités ne doivent pas générer des émissions significatives supplémentaires de gaz à effet de serre. Autrement dit, une nouvelle activité qui est créatrice de GES ne peut pas entrer dans la taxonomie. Sur le sujet de l'adaptation, sujet malheureusement de plus en plus important, les activités ne doivent pas causer un préjudice important à l'adaptation au changement climatique. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que les risques existants et futurs importants pour l'activité économique considérés doivent être identifiés et que les solutions d'adaptation doivent être mises en œuvre pour éviter ou réduire les pertes ou incidences sur la continuité des activités. Donc, l'adaptation est regardée du côté de l'activité qui doit être résiliente en quelque sorte. Troisième objectif, utilisation durable et protection des ressources aquatiques et marines. Les critères qui visent à empêcher que des activités économiques nuisent à cet objectif sont le bon état ou le beau potentiel écologique des masses d'eau, y compris les eaux de surface et les eaux souterraines, ainsi que le bon état écologique des eaux marines. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les risques de dégradation de l'environnement doivent être identifiés et traités conformément à un plan de gestion ou d'utilisation de la protection des eaux ou aux stratégies marines, si on est en présence de la mer, des États membres. S'agissant de la transition vers une économie circulaire, qui est un point tout à fait central, cela signifie que les activités ne doivent pas entraîner de l'inefficacité dans les ressources qui sont utilisées ou ne doivent pas entraîner un enfermement dans des modèles de production linéaires permettant que la production de déchets soit évitée ou réduite quand elle est
ou réduite. Et quand cette production de déchets est inévitable, alors les déchets doivent être gérés conformément au principe de hiérarchie des déchets auquel je renvoie. Ces critères doivent également garantir que les activités économiques ne compromettent pas l'objectif de transition vers une économie circulaire. Quatrième critère, DNSH, la réduction de la pollution. Il faut tenir compte des spécificités sectorielles, des sources et types de pollution, de l'air, des sols, de l'eau, et renvoyer en conclusion aux meilleures technologies disponibles. S'agissant de l'objectif de la restauration de la biodiversité des écosystèmes, il faut éviter que les activités soient susceptibles de menacer l'état ou la condition d'habitat d'espèces et d'écosystèmes. Cela veut dire qu'il doit être imposé des évaluations des incidences sur l'environnement ou d'autres évaluations appropriées et que les conclusions de ces évaluations doivent être mises en œuvre. Cela signifie, et c'est très important pour les projets, que même s'il n'y a pas une obligation juridique de réaliser une évaluation des incidences sur l'environnement, même si on est hors cadre juridique, le fait de revendiquer une appartenance à la taxonomie contraint à faire une étude d'incidence pour montrer que les activités n'entraînent pas de perturbation, de capture, de mise à mort d'espèces légalement protégées ou de détérioration d'habitats légalement protégés. J'ajouterai un mot sur le changement climatique qui fait l'objet d'un traitement à part, puisque tous les secteurs doivent être adaptés aux incidences négatives du climat et à son évolution. Les critères d'examen technique des contributions substantielles à l'adaptation au changement climatique doivent être établis pour tous les secteurs et activités couverts par les critères d'examen technique, et il faut qu'il y ait une contribution substantielle à l'un des 4 autres secteurs. Le dernier point concernant cette première partie, donc les obligations transversales, sont les obligations d'information. En effet, le règlement sur le reporting est également concerné par ce règlement délégué. On rappellera que le règlement taxonomie initial avait bien renvoyé à un texte spécifique sur les obligations financières et nous avons aujourd'hui la CSRD. Cela signifie que le règlement précise que compte tenu du fait que les 4 objectifs qui sont aujourd'hui visés par ce texte sont extrêmement liés, il y a lieu d'élargir les obligations d'information pour assurer non seulement que chacun des objectifs est rempli, mais que de surcroît la cohérence entre les 4 objectifs est assurée. À cette fin, le règlement contient une annexe 5 qui définit les informations à publier spécifiquement dans les 4 secteurs et les modalités de calcul des CAPEX et des OPEX. Le texte distingue dans le chiffre d'affaires des entreprises les activités qui sont éligibles à la taxonomie et celles qui ne le sont pas. Devra être également indiquée la part des prêts, avances, titres de créance, instruments de capitaux propres qui financent les activités économiques, qu'elles soient alignées sur la taxonomie ou pas, et ce, en fonction des différents objectifs. Voilà donc, assez brièvement résumé, les différentes modifications qui sont d'ordre transversal. Nous allons maintenant en venir aux obligations propres à chacun des secteurs concernés, en commençant par l'eau. Le premier domaine concerné est celui de l'eau. Alors, un petit point de précision quant à la présentation de ces textes. En fait, dans le texte, on a 3 éléments, si je puis dire. On a d'abord les considérants qui fixent les principes généraux, même assez précis en réalité, pour chacun des secteurs. Ensuite, on a les articles du règlement qui se contentent d'indiquer pour chaque secteur
sauf en ce qui concerne la publication et les questions financières, qu'est adopté le règlement, l'annexe correspondante. Et enfin, on a des annexes qui, elles, définissent, j'y reviendrai, les activités qui sont concernées. Alors, le premier domaine concerné est celui de l'eau. Ce sont les considérants 8, 9, 10 et 11 du règlement qui concernent différents aspects de l'utilisation durable et de la protection de l'eau. Premier objectif, est assez évident, atteindre un bon état pour toutes les masses d'eau et un bon état écologique pour les eaux marines et prévenir la détérioration de ces masses d'eau. C'est donc le premier secteur concerné, celui des activités qui ont cet objectif. Le second niveau est celui du respect des écosystèmes dans leur entièreté. Les critères d'examen technique doivent permettre de viser des activités dont l'objectif est le remède aux effets néfastes du rejet des eaux urbaines résiduaires et des eaux industrielles usées. L'objectif, il est simple, c'est protéger la santé humaine et l'environnement, bien entendu, des effets néfastes de la contamination des eaux. Nous savons que c'est un problème récurrent, de plus en plus préoccupant. On le voit par exemple aujourd'hui avec les PFAS. Mais il s'agit aussi de viser à l'efficacité de l'utilisation de l'eau et de garantir une utilisation durable des écosystèmes marins et d'un bon état écologique des eaux marines. C'est un très gros domaine, évidemment. Le troisième domaine, c'est celui de la prévention des inondations et des sécheresses, mais oui, nous parlons encore d'eau, avec le renvoi à des solutions de la nature. C'est-à-dire qu'il s'agit d'éliminer les risques ou de les réduire, soyons modestes, tout en améliorant la rétention naturelle de l'eau, la biodiversité et la qualité des eaux. Voilà donc les trois grands domaines d'activité qui vont être visés et que nous retrouvons dans l'annexe 1 qui précisément détermine avec les codes NAS correspondants les différentes activités concernées. Je ne vais pas énumérer chacune des activités, il y en aurait pour une demi-heure pour chacun des quatre domaines, même si celui qui touche à la biodiversité est très bref. Je vais donc simplement me limiter aux grandes catégories. Alors, la première grande catégorie, c'est l'industrie manufacturière. L'industrie manufacturière, des activités permettant la fabrication, l'installation et les services associés pour des technologies de contrôle de fuite pour réduire et prévenir les fuites dans les systèmes d'approvisionnement en eau. C'est extrêmement concret. Le deuxième secteur, c'est celui de la production, de la distribution d'eau, de l'assainissement, de la gestion des déchets et de la dépollution concernant la production et la distribution d'eau, le traitement des eaux urbaines résiduaires et les systèmes de drainage urbain durable. Troisième catégorie concerne, on a dit un mot tout à l'heure, les solutions fondées sur la nature pour la prévention des inondations et de sécheresse et la protection contre ces risques. Et enfin, le dernier secteur d'activité, c'est le secteur de l'information et de la communication, permettant la fourniture de solutions informatiques, c'est-à-dire digitales, ou et opérationnelles fondées sur les données pour la réduction des fuites, donc l'importance des data. Voilà donc pour ce premier volet. Le deuxième volet est le plus dense, si je puis dire, c'est celui de l'économie circulaire. Pourquoi le plus dense? Parce que dans ce volet-là, vous avez un gros paquet de déchets en réalité. Ce sont les considérants 11 à 18, vous voyez, il y en a beaucoup plus que pour l'eau, qui sont consacrés à ces activités qui sont, vous allez le voir, assez diverses. Il faut bien comprendre que l'économie circulaire est censée avoir des avantages en termes de gestion durable de l'eau, de protection de la biodiversité, de prévention de la pollution, d'atténuation du changement climatique
Et donc, c'est à peu près tous les domaines en fait, qui sont concernés par l'économie circulaire. C'est un objectif qui est très transverse. Comment est-ce que se traduit la prise en considération de l'économie circulaire de manière assez simple? Par une utilisation efficace des ressources grâce au recyclage et à la réutilisation. Par conséquent, les critères d'examen technique doivent garantir que durant les phases de conception et de production, l'opérateur tient compte de la capacité du produit à conserver sa valeur à long terme et à engendrer le moins de déchets possible tout au long du cycle de vie du produit. C'est donc la première phase, la phase de conception et de production. Deuxième phase, la phase d'utilisation. Durant cette phase, le produit doit faire l'objet d'une maintenance visant à prolonger sa durée de vie tout en réduisant la quantité ultime de déchets. Et enfin, nous arrivons à la troisième phase. Après utilisation, le produit doit être démonté ou traité pour pouvoir être recyclé et réutilisé pour la fabrication d'un autre produit. C'est donc ce premier objectif, et vous le voyez extrêmement vaste, qui concentre le plus grand potentiel pour la réalisation globale des objectifs d'économie circulaire. Le deuxième objectif, non moins louable, est celui de la réduction de la teneur en substances dangereuses et le remplacement des substances extrêmement préoccupantes dans les matériaux et produits tout au long de leur cycle de vie. Dès lors, les critères d'examen technique applicables aux activités de production doivent fixer des exigences de conception concernant la longévité, la réparabilité, vous savez que maintenant on a des indicateurs pour cela, la réutilisabilité du produit, ainsi que des exigences relatives à l'utilisation de matières, des substances et de procédés qui permettent un recyclage de qualité du produit en réduisant au minimum l'utilisation de substances dangereuses. C'est donc le deuxième volet d'activité. Troisième volet, très important aussi, celui de la fabrication des emballages plastiques. Il faut tenir compte d'un certain nombre de communications de la Commission qui ont traité ce sujet depuis plusieurs années, le Pacte vert pour l'Europe, le plan d'action pour une économie circulaire, la stratégie européenne sur les matières plastiques et enfin le cadre de l'Union sur les matières plastiques biosourcées, biodégradables et compostables. Pour ces emballages en plastique, leur fabrication doit contribuer de manière substantielle à la transition vers une économie circulaire en se concentrant sur l'utilisation de matières premières à base de biodéchets. Enfin, on n'a pas terminé, le point suivant, il y a 6 ou 7 catégories, concerne la gestion des déchets, considérée comme une composante de l'économie circulaire. Pour éviter la dégradation de l'environnement et de la santé humaine, il faut appliquer le principe de hiérarchie des déchets. Les critères visent à prévenir ou à réduire la production de déchets, à accroître la préparation en vue du réemploi, le recyclage des déchets, éviter un recyclage dévalorisant et enfin l'élimination des déchets qui, comme vous le savez, est la dernière catégorie dans la hiérarchie des déchets. Une activité spécifique est citée, celle des métaux et produits inorganiques qui peuvent être recyclés à partir de produits de combustion particuliers, à partir des cendres sous foyer provenant de l'incinération des déchets dangereux. Le domaine suivant, qui n'est pas des moindres, est celui de la construction et de la démolition, qui représente quand même 37% des déchets de l'Union. Il s'agit de faire en sorte que les matériaux utilisés dans les process de construction et de rénovation proviennent principalement de matériaux réutilisés ou recyclés qui sont à leur tour préparés en vue de leur réemploi et de leur recyclage. Les critères d'examen technique concernent la construction des nouveaux bâtiments, la rénovation des bâtiments existants, la démolition des bâtiments et d'autres ouvrages, l'entretien des routes, des autoroutes, l'utilisation du béton dans les projets de génie civil. Les critères d'examen pour ces différentes activités doivent suivre les principes de conception et de production circulaire de l'actif construit, c'est-à-dire qu'on peut réutiliser la brique, la vitre
l'instrument de menuiserie lorsqu'on démolit le bâtiment. Et en conséquence, il faut prévoir une utilisation circulaire des matériaux utilisés pour cet actif. C'est très bien sur le papier, ça marchera bien le jour où économiquement ce sera viable, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc il y a un vrai travail à faire sur la valorisation économique et financière des matières premières secondaires par rapport aux matières premières primaires qui malheureusement aujourd'hui sont parfois beaucoup plus chères. La catégorie suivante est celle des services durables, c'est-à-dire des modèles économiques de produits en tant que service, économie de fonctionnalité, c'est-à-dire des solutions numériques. Les critères d'examen technique permettant de déterminer dans quelles conditions ces services durables peuvent contribuer à la transition vers une économie circulaire doivent donc être définis pour les activités qui contribuent à prolonger la durée de vie des produits. Enfin, la dernière catégorie, qui est proche de celle que je viens de viser, concerne les solutions numériques, y compris l'utilisation du passeport numérique pour les produits fournissant des données en temps réel sur la localisation, l'état et la disponibilité d'un bien, améliorant la traçabilité des matériaux et favorisant donc la conservation de la valeur dans chaque décision de conception, de fabrication ou de consommation. L'objectif est celui de favoriser des modèles économiques de produits en tant que service avec à terme, et c'est très important, un découplage de l'activité économique et de l'utilisation des ressources, mais une fois encore, j'insiste sur le problème de la viabilité économique de ce système. Les critères d'examen à retenir pour ces nouvelles solutions numériques sont celles qui permettent d'améliorer la transparence et l'efficacité de la surveillance de l'environnement et du contrôle de la bonne application de la réglementation environnementale. Vous ne serez pas étonné que l'annexe 2, qui précise, code d'un seul appui, les différentes activités qui sont concernées, sont très nombreuses et nous retrouvons 5 catégories d'activités. Tout d'abord, industrie manufacturière en ce qui concerne la fabrication d'emballages en matière plastique et d'équipements électriques et électroniques. Deuxièmement, la production et la distribution d'eau, l'assainissement, la gestion des déchets et la dépollution, avec la récupération du phosphore dans les eaux usées, la production de nouvelles ressources en eau à des fins autres que la consommation humaine, la collecte et le transport des déchets non dangereux et dangereux, le traitement des déchets dangereux, la valorisation des biodéchets par digestion anaérobie ou compostage, la dépollution et le démantèlement des produits en fin de vie, et enfin le tri et la valorisation des matériaux et déchets non dangereux. La troisième catégorie concerne la construction et les activités immobilières, construction de bâtiments neufs, rénovation de bâtiments existants, démolition, démantèlement des bâtiments et d'autres structures, entretien des routes et autoroutes, utilisation du béton dans le génie civil. Quatrième catégorie concerne l'information et la communication et se limite en réalité à la fourniture de solutions informatiques et opérationnelles fondées sur les datas. Enfin, la dernière catégorie concerne les services réparation, remise en état, remanufacturage, vente de pièces détachées, préparation en vue de la réutilisation des produits et de composants de produits en fin de vie, vente de biens d'occasion, produits en tant que service et autres modèles de services circulaires, accès sur l'utilisation et les résultats, et enfin création d'une place de marché pour le commerce des biens d'occasion destinés à être réutilisés. Vous voyez, c'est très nombreuses activités, et du reste l'annexe 5, l'annexe 3 est extrêmement volumineuse. Le troisième domaine, et nous serons plus courts sur les deux dernières catégories, ce qui nous laissera un petit peu de temps pour les questions, concerne la prévention de la pollution. La troisième catégorie, ce sont les considérants 19 à 22 qui énumèrent les critères d'examen pour les différents types d'activités concernées. Se référant à la communication intitulée « Stratégie pour la durabilité dans le domaine des produits chimiques vers un environnement exempt de substances toxiques », au passage, on notera que ça n'a pas empêché la Commission d'évacuer la modification du règlement REACH, c'est une parenthèse que je voudrais que je ferme, le règlement souligne l'importance d'éliminer progressivement les substances les plus nocives des produits destinés aux consommateurs et aux professionnels. Le premier type de produit visé, c'est peut-être un peu surprenant, ce sont les produits pharmaceutiques,
au motif que la pollution causée par certains ingrédients pharmaceutiques présente des risques pour l'environnement et la santé humaine. Et effectivement, les eaux qui servent de base à la fabrication de l'eau potable sont considérablement impactées par des micropolluants provenant des produits pharmaceutiques. Et c'est un vrai problème pour les collectivités territoriales et les sociétés concessionnaires pour éliminer précisément ces produits de l'eau qui est livrée à la population. En conséquence, les critères d'examen technique applicables à la fabrication des principes pharmaceutiques actifs ou de substances actives et à la fabrication de produits médicinaux doivent donc viser à promouvoir la protection et l'utilisation d'ingrédients soit présents à l'état naturel, soit classés comme facilement biodégradables. Deuxième domaine, celui de la prévention et de la réduction des émissions de polluants pendant la phase de fin de vie du produit, ainsi que l'élimination de la pollution existante. Les critères d'examen technique concernent donc la collecte, le transport, le traitement des déchets dangereux présentant un plus grand risque pour l'environnement et la santé humaine, ainsi que pour l'assainissement des décharges non conformes, abandonnant des eaux illégales, des sites et des zones contaminées. L'annexe 3 détaille les catégories d'activités concernées en deux parties. D'une part, l'industrie manufacturière, et ce n'est que la pharmacie. Et d'autre part, la production et la distribution d'eau, l'assainissement, la gestion de déchets, la dépollution. Cette catégorie renvoie à la collecte, au transport des déchets dangereux, au traitement des déchets dangereux, à la dépollution des décharges non conformes et à la dépollution des sites et zones contaminées. Donc, vous voyez, le domaine paraît extrêmement vaste, mais en réalité, les catégories concernées d'activité économique, j'entends, sont relativement modestes. Le dernier domaine, qui n'est pas le moindre, est celui de la biodiversité. Il est visé aux considérants 23 et 25 du règlement. Après avoir souligné que la préservation de la biodiversité présente des avantages économiques directs pour de nombreux secteurs de l'économie, le règlement précise que la biodiversité, les services connexes fournis par les écosystèmes sains ont une valeur importante pour le tourisme. C'est donc principalement cette activité qui va être concernée au niveau des activités liées à la biodiversité. Ça peut paraître curieux, mais c'est ainsi. Les critères, les critères d'examen technique visent donc à garantir que ces activités d'hébergement touristique respectent des principes et des exigences minimales appropriées en matière de protection et de promotion de la biodiversité et des écosystèmes. L'annexe 4, qui est donc très modeste, ne vise que les activités de protection et de restauration de l'environnement, qui elles peuvent être quand même très nombreuses, mais c'est un seul domaine, et de conservation des habitats, des écosystèmes et des espèces. Et le deuxième secteur économique, c'est les activités d'hébergement, hôtels, hébergement touristique, terrain de camping et hébergement similaire. Voilà, vous voyez, c'est quand même très très dense. Alors, je voudrais encore dire quelques mots sur les dates d'entrée en vigueur de ces différentes dispositions qui divergent. Date d'entrée en vigueur du règlement lui-même, 1er janvier 2024. Donc, à partir du 1er janvier 2024, les différentes activités économiques qui sont visées pourront être éligibles à la taxonomie et par voie de conséquence bénéficier des financements qui vont avec. En revanche, s'agissant des questions financières et des obligations de reporting et de publication, l'article 5 du règlement prévoit une entrée en vigueur différée. Alors, on distingue les entreprises non financières et les entreprises financières. Pour les entreprises non financières, pour l'année 2024, celle qui arrive, il faudra publier simplement la part dans le chiffre d'affaires total des dépenses d'investissement et d'exploitation pour les activités économiques éligibles à la taxonomie et les activités économiques non éligibles à la taxonomie. Autrement dit, on demande aux entreprises d'être claires, transparentes
de manière à éviter un cheval, une alouette. C'est-à-dire, ben oui, je suis vachement bon, je suis éligible à la taxonomie, ça représente 2% de mon chiffre d'affaires total. Donc, c'est évidemment cela qui est visé. Les indicateurs clés de performance, donc là, on rentre dans quelque chose de beaucoup plus exigeant, eux n'auront à être publiés qu'à partir du 1er janvier 2025. Mais s'ils sont publiés à partir du 1er janvier 2025, cela veut dire qu'au cours de l'année 2024, il faudra mettre en place les instruments de mesure de ces performances. Pour les entreprises financières maintenant, entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2025, c'est-à-dire pour les 2 années qui viennent, elles ont à publier que la part dans leurs actifs, c'est la part couverte des expositions sur des activités économiques non éligibles à la taxonomie et sur les activités économiques exigibles à la taxonomie, conformément au règlement. En revanche, les indicateurs clés de performance des entreprises financières couvrant des activités économiques ne seront applicables qu'à partir du 1er janvier 2026. Et j'ajoute, je ne suis pas rentrée dans ce détail, que vous trouverez en annexe du règlement un certain nombre de modifications des annexes concernant les textes propres à la publication des informations financières et non, des informations financières dues par les entreprises non financières et les entreprises financières. Voilà, j'en ai terminé avec ce texte qui est donc extrêmement vaste, qui vient compléter le monument, si je puis dire, que constitue la taxonomie européenne. Donc, nous arrivons en fin de mandature, au milieu de l'année 2024, et nous avons donc un document achevé, si je puis dire, autour de la taxonomie, entre le document de base qui fixe les grands principes, sur lesquels je ne suis pas revenue aujourd'hui, de manière très incidente, et les actes délégués, les règlements délégués qui concernent chacun des 6 secteurs concernés par la taxonomie verte, étant précisé qu'en ce qui concerne les modifications qui sont intervenues sur le règlement délégué lutte contre le dérèglement climatique de 2021, concernant le gaz et le nucléaire, ce texte-là est soumis à la Cour de justice de l'Union européenne. Donc, on a quelque chose de très complet. On peut regretter que le travail qui a été pourtant effectué sur la taxonomie sociale, qui était relativement avancé et qui aurait permis d'aller un peu plus loin que la taxonomie verte sur le volet social. Alors bien sûr, il y a quand même un volet social puisque les droits humains doivent obligatoirement être respectés par les entreprises qui demandent à bénéficier de la taxonomie verte. Droits humains au sens large du terme, c'est-à-dire tout ce qui concerne les droits au sens le plus large du terme, mais également côté des droits humains, la lutte contre la corruption, une fiscalité propre au sens correct, et les grands principes du droit social sur l'égalité homme-femme, la non-discrimination, etc. Donc, il y a déjà un volet social dans la taxonomie verte. Je n'en ai pas parlé aujourd'hui parce que ça ne concerne pas ce règlement en particulier, mais le règlement général. C'est un peu dommage qu'on n'ait pas pu aller jusqu'à l'adoption d'une taxonomie sociale, mais on peut peut-être espérer que ce sera le travail de la prochaine commission et du prochain Parlement qui succéderont à celui-ci au mois de juillet 2024. Voilà, j'en ai terminé. Je vous remercie de votre attention. J'espère avoir répondu aux questionnements qui pouvaient être le vôtre sur ce nouveau texte, mais j'attends maintenant avec beaucoup d'intérêt vos questions. Alors, une première question. À votre avis, pourquoi cet acte délégué ne détermine-t-il que 2 catégories d'activités durables au titre de la biodiversité? Ben, c'est très pauvre, je suis bien d'accord. Et quand on regarde
en détail le règlement sur biodive, voilà, c'est celui-ci. Vous voyez par rapport à d'autres, mais quand même beaucoup plus modeste. Il y a quand même dans l'annexe 4 pas mal de précisions sur les activités qui rentrent dans la catégorie conservation des habitats, des écosystèmes et des espèces, y compris leur restauration, activités de conservation in situ, activités de restauration, il y en a toute une ribambelle, contribution substantielle à la protection ou à la restauration de la biodiversité et des écosystèmes, il y en a encore beaucoup, activités qui permettent de mettre en place un plan de gestion, un instrument équivalent, les activités d'audit, les activités de garantie de permanence. Donc vous voyez, il y a quand même, ce n'est qu'une activité, mais il y a beaucoup de choses dedans. Sur les activités d'hébergement, effectivement, c'est assez court. Mais enfin, il y a quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 activités, hôtels, maisons de vacances, gîtes bungalows, auberges de jeunesse, terrain de camping, emplacement pour véhicules de plaisance, domaines de loisirs et abris et installations rudimentaires de bivouac. Sont exclus les immeubles et appartements meublés ou non mis à la disposition des personnes et les navires de croisière. Voilà, mais vous voyez, c'est assez modeste, effectivement. Alors, autre question. La DCE, Directive Cadre sur l'eau, avait déjà imposé l'objectif de la qualité des masses d'eau pour 2020. En quoi cette nouvelle directive serait-elle plus efficace quand on sait que les agents de contrôle sont en nombre très insuffisant, que les mesures de contrôle sont insuffisantes et que les sanctions sont non dissuasives, voire incitatives pour certaines d'entre elles? Peut-on dire que les paramètres qui ont abouti à l'échec de cet objectif ont été corrigés? Alors non, mais je dirais, pour répondre à cette question, que l'objectif n'est pas le même, pas tout à fait le même. L'objectif d'une bonne qualité des masses d'eau, c'est une politique communautaire, c'est une obligation pour les États membres qui n'ont pas atteint, nous en particulier, mais pas que. Et donc, effectivement, tout ce que vous venez de dire, madame ou monsieur, vous avez entièrement raison. C'est vrai que ça n'a pas marché, que c'est très insuffisant. Il y a des procédures du reste qui sont diligentées aujourd'hui contre un certain nombre d'États parce qu'ils n'ont pas fait le travail qu'ils devaient faire pour aller en ce sens. Et ça rejoint les questions liées aux pesticides, la réglementation des produits chimiques, etc. Là, nous parlons de la taxinomie. C'est quoi? Ce sont des activités qui sont susceptibles de recevoir un financement communautaire ou national spécifique parce qu'ils s'intègrent dans un objectif général. Et dans ce cadre-là, pour bénéficier de cette possibilité pour les activités qui sont dans le domaine de l'eau, le minimum, évidemment, c'est de respecter les règles communautaires et donc d'être en cohérence avec les objectifs du règlement de 2000, qui est le règlement de base et tous ceux qui ont suivi, faute de quoi, c'est même pas la peine de discuter. Donc la base, c'est ça. Ensuite, il faut qu'il y ait un plus. Il faut qu'il y ait un plus dans les techniques mises en place pour y parvenir. Alors, quelles sont les sanctions administratives et pénales en cas de non-respect des dispositions relatives à la pollution? Il n'y en a aucune. Encore une fois, on n'est pas en face d'un règlement communautaire qui vient imposer aux entreprises telle ou telle réglementation ou aux États telle ou telle réglementation. On est en face d'un système qui a voulu définir ce qui était une activité durable et à partir de là, permettre un financement spécifique pour permettre le développement de cette activité ou le financement de cette activité, puisque les organisations, les établissements financiers sont également concernés et vont devoir mettre en place un système permettant d'établir quelles sont les activités éligibles et quelles sont les activités qui ne le sont pas,
dans le cadre des prêts, des avances et de toutes les mises en place financières qu'ils peuvent faire. Donc, il faut remplir les cases. Mais si vous êtes en infraction avec le droit communautaire ou avec le droit national, ce n'est pas ce règlement-là qui va aider à vous poursuivre. Ce sont les textes de droit commun. Et on attend tous avec beaucoup d'intérêt, d'ailleurs, la sortie du nouveau texte sur l'application du droit de l'environnement par le droit pénal, qui devrait sortir incessamment sous peu puisqu'il est en trilogue. Donc, très clairement, si vous n'êtes pas dans les clous, vous n'aurez pas de financement. Voilà. Vous ne serez pas éligible à la taxinomie. Par contre, si vous prenez des engagements qui ne sont pas tenus, là, il peut y avoir des sanctions financières qui interviennent ultérieurement, parce qu'évidemment, l'Europe comme les États membres vont quand même regarder comment les fonds sont utilisés. Est-ce que la récente mise en retrait, entre guillemets, de la directive REACH peut être mise en perspective avec cet ajout à la taxonomie? Non, ça aurait été logique que REACH soit modifié, parce que le règlement REACH, il est vieux maintenant. Il a besoin d'être largement modifié et renforcé. Parce que pourquoi? Parce que les connaissances scientifiques progressent énormément, qu'on a connaissance de la toxicité de certains produits qui ultérieurement n'étaient pas considérés comme tels. C'est pour ça qu'il y a sans cesse un renforcement des normes. Ce n'est pas pour embêter les industriels, c'est simplement parce que les connaissances progressent et qu'on se rend compte que les incidences sur la santé et l'environnement sont beaucoup plus importantes qu'on ne le pensait, et parce qu'on prend conscience d'un sujet sur lequel nous sommes nombreux à avoir tiré la sonnette d'alarme depuis très longtemps, qui est celui des effets cocktails. C'est-à-dire que c'est très bien d'analyser un produit en lui-même, mais en réalité, comme nous ne buvons, mangeons ou respirons pas un produit, mais une cocktail de produits, c'est en fait ce cocktail-là qui est intéressant pour apprécier l'impact sur la santé humaine ou sur l'environnement. Donc, moi, je fais partie de ceux qui regrettent très vivement que REACH n'ait pas été modifié sous la pression des intérêts économiques que l'on connaît bien. Mais dans la mesure où prévention de la pollution fait partie des 6 catégories, c'est assez logique que les activités économiques qui contribuent à réduire soit l'usage de produits dangereux, soit de lutter contre la pollution, ou mettre en place des systèmes destinés à la prévenir, puissent être couverts par ce règlement. Il n'y a pas, disons que ça aurait été mieux si REACH avait été adopté parce que le plancher d'obligation a été plus bas qu'il ne l'est aujourd'hui. Mais ce sont 2 démarches qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Alors, je pense que vous avez en partie répondu à la question, mais que pense Madame Lepage du retrait de la directive REACH? Beaucoup de mal. Beaucoup de mal. Je trouve que c'est vraiment très, 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 très dommage et que moi, je suis quand même très inquiète de la poussée anti-environnementale que l'on constate en Europe actuellement et dans beaucoup de pays européens. Nous avons quand même largement assis une part de notre développement économique sur une spécificité européenne, justement, qui est un gage à la fois pour la santé et l'environnement des Européens, voire des autres quand on vend nos produits, mais qui est aussi une stratégie de développement économique. Et les renoncements successifs auxquels on a assisté sont quand même extrêmement préoccupants. Vous parlez de REACH, on pourrait parler de la réintroduction des nouveaux OGM en faisant sauter tous les contrôles qui avaient été mis en place pour les anciens OGM au motif qu'on ne fait pas de mutagénèse, mais qu'on ne fait pas de transgénèse, mais une simple mutagénèse ou cisgénèse. C'est extrêmement discutable. Vous voyez aussi ce qui se passe avec le glyphosate, où j'ai appris que ce matin même, la commission environnement avait refusé de s'y opposer. Ça ne veut pas dire que ça marchera au niveau de la plénière, mais enfin, c'est quand même un signe. Si même la commission environnement n'est pas capable de s'opposer au renouvellement du glyphosate, il y a quand même un vrai souci. Donc moi, je suis très, très préoccupée de cela. Parce que c'est très préjudiciable à la santé et à l'environnement des Européens. On peut me dire oui, mais les intérêts économiques, c'est très important. Oui, c'est possible. Mais enfin, les intérêts économiques, quand on est mort ou très malade, ils ont un intérêt bien moindre.
Quid du principe de non-régression du droit de l'environnement? Y a-t-il des procès en cours? Alors, au niveau communautaire, ce n'est pas un principe qui est reconnu, hein. C'est un principe qui est reconnu en France, qui est appliqué, mais enfin, disons avec modération. Oui, je pense qu'il y a des procès en cours, mais vous savez, là encore, je n'ai pas la science universelle, je ne suis pas tautologue et je ne connais pas tous les procès en cours. Alors, une dernière question. Pensez-vous que la taxonomie permettra la levée des fonds nécessaires pour la transition écologique? Alors, c'est une bonne question. Il y a énormément d'argent qui a été mis sur la qui a été mis sur la table au niveau européen pour la transition écologique et la transition numérique. Il y a beaucoup d'argent qui a également été dégagé par la BCE. Il y a plusieurs politiques. Il y a le Green New Deal, mais il n'y a pas que celui-là. Il y a Europe 2030, enfin, il y a toute une série de fonds. Si on met tout bout à bout, BCE compris, on est à 1700 milliards d'euros. Donc c'est des sommes absolument colossales. Mais on sait aussi que la transition écologique coûte extrêmement cher. Et donc, ce qui est très intéressant à mes yeux, avec la taxonomie, c'est que vous avez on joint, j'allais dire, l'utile à l'agréable. C'est-à-dire que vous avez à la fois des incitations extrêmement puissantes au développement d'activités économiques. Et regardez par exemple le développement massif des ENR en Europe, qui sont notamment encouragés par le premier règlement délégué sur les ENR. Assiste à j'allais dire une explosion, hein, le mot est mal choisi, mais une augmentation exponentielle du renouvelable en Europe, que ce soit le solaire ou l'éolien. Et l'Agence internationale de l'énergie appelle à un triplement du renouvelable d'ici 2030. Donc on a à la fois le développement de nouvelles activités économiques pour notre sous-continent, si je puis dire, notre partie de continent, parce qu'on est l'Union européenne, c'est pas tout à fait toute l'Europe, presque, enfin pas tout à fait, et en même temps des politiques qui sont extrêmement favorables à la santé et à l'environnement et à l'adaptation au dérèglement climatique, qui est un sujet de plus en plus important et qui rejoint celui de la protection de la santé et de l'environnement. Parce que si nous ne nous adaptons pas convenablement, eh bien c'est notre santé et l'environnement qui sont directement impactés. Donc il faut bien comprendre que ce sujet de l'adaptation, c'est un problème de santé et d'environnement. Donc nous avons besoin d'énormément d'argent. J'espère que nous, Français, saurons être efficaces dans la collecte des fonds qui sont mis sur la table. Et alors, est-ce que ça suffira? J'en sais rien. Enfin, 1700 milliards d'euros d'ici 2030, c'est quand même une somme astronomique. Il n'y a plus de questions? Non. Eh bien, écoutez, je vous remercie. Et donc, dans 15 jours, pour notre prochain webinaire. Merci, au revoir.